Bonjour à tous. J'ai essayé de faire une petite vidéo qui résume le type d'expérience classique qu'on utilise pour apporter une preuve scientifique sur une relation de cause à effet. C'est l'essai contrôlé randomisé, en double aveugle ou RCT en anglais. On verra aussi un exemple d'application concret pour voir comment faire le bon test statistique, quelle est la façon standard de présenter ces résultats, et enfin comment lire une publication scientifique. J'ai essayé de vraiment résumer, d'aller à l'essentiel, j'ai mis des liens en description pour les détails. Alors pour commencer, on peut supposer qu'on se pose honnêtement une question sur l'état du monde. On veut savoir si quelque chose est vrai. Il faut pouvoir changer d'avis, si on n'est pas sceptique, on est dogmatique, c'est inutile de faire de la science. Ensuite, il faut s'assurer qu'on puisse bien expérimenter sur le sujet, c'est-à-dire qu'on respecte le matérialisme méthodologique. Si ce n'est pas le cas, et qu'on cherche par exemple à faire une démonstration mathématique ou à argumenter pour défendre une idéologie, alors il faut utiliser les outils adaptés comme les maths ou la logique. Si on peut expérimenter, on va chercher à contrôler son expérience, c'est-à-dire qu'on contrôle les causes pouvant produire des effets sur nos résultats. Le mieux, c'est qu'une seule cause puisse varier entre l'expérience test et l'expérience témoin. On dit qu'on isole un facteur pour comparer les résultats. Ainsi, si les résultats varient, on pourra dire que c'est dû au facteur testé. On peut comparer deux groupes, sans la cause testée et avec la cause testée, mais on peut aussi utiliser un seul groupe, voire un seul sujet, et répéter l'expérience plusieurs fois avec ou sans la cause. On peut également faire varier l'intensité du paramètre testé ou comparer nos résultats à un effet connu. En pratique, il est difficile d'isoler vraiment un facteur. Du coup, même quand on répète l'expérience sans rien faire varier, on a des résultats différents. Si l'expérience n'est pas contrôlée, alors on ne pourra pas conclure à une causalité, voire à une corrélation. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire de science. Il existe une importante part de description en science. C'est le cas des sondages, des mesures, des descriptions naturalistes ou historiques par exemple. Elles ont leur méthode propre, et il faut être très prudent quant aux conclusions qu'on en tire. Si on se demande par exemple combien il y a d'étoiles dans l'univers, ou combien il y a de sardines en Méditerranée, ou comment sont répartis les organes du corps humain, quelle est la valeur de la constante de gravitation universelle, il n'y a pas besoin de faire un contrôle témoin pour répondre à cette question, mais plutôt de quantifier les incertitudes dues au protocole ou aux appareils de mesure. Il peut arriver également que le contrôle témoin ne soit pas possible. On ne peut pas retirer la Lune pour voir si les marées s'arrêtent par exemple, on ne va pas remonter le temps il y a 65 millions d'années pour enlever la météorite et voir si les dinosaures disparaissent quand même. Dans ces cas-là, les scientifiques vont faire des RCT analogiques ou des modèles. C'est souvent très dur d'isoler vraiment un facteur. Une technique consiste à reproduire l'expérience plusieurs fois en randomisant les échantillons. Ça permet de lisser les variations non recherchées dues aux facteurs de confusion. Sans randomisation, on prend des risques énormes. On peut carrément conclure l'inverse de ce qui se passe en réalité. C'est le paradoxe de Simpson. Il peut arriver que la randomisation soit éthiquement impossible. Il faut alors être très prudent sur le résultat. On peut aussi tenter une maîtrise totale de tous les paramètres, mais c'est souvent très compliqué dans les sciences du vivant. Le quatrième point regroupe les précautions à prendre pour qu'on ne puisse pas influencer les résultats. Si on fait l'expérience en double aveugle, par exemple, ni le sujet ni l'expérimentateur ne peuvent connaître dans quel groupe, expérience, test ou contrôle, se trouve le paramètre testé. Il peut arriver que le double aveugle soit très difficile à mettre en place ou pas nécessaire, mais ça doit être bien justifié. Il y a beaucoup de cas en histoire des sciences où de grandes découvertes n'ont pas pu être reproduites dès qu'on a refait les expériences en prenant ces précautions. Maintenant, on va rentrer dans la partie test statistique. Il en existe beaucoup avec plein de subtilités, mais ici j'ai simplifié grandement pour que ce soit praticable pour un élève de lycée qui ne fait plus de maths. En premier lieu, on va déterminer un seuil à partir duquel on va accepter de dire que nos résultats sont significatifs. Ce seuil, c'est le risque d'erreur, c'est-à-dire le pourcentage de faux positifs attendu par hasard. Cette limite est en général de 5%, donc 0,05, mais on peut très bien prendre moins, 1% par exemple. Si je m'attends à un résultat en particulier, je peux choisir de faire un test unilatéral. Mais cela doit être déterminé à l'avance, car sinon cela diminue ou augmente artificiellement la p-value. Il existe plusieurs types de tests et dans le doute, on va faire un t-test. Ces tests permettent de voir si nos résultats s'écartent suffisamment de l'hypothèse nulle ou H0. H0, ça peut être des résultats attendus par hasard ou sous une hypothèse que l'on connaît très bien. Ensuite, il faut savoir si on compare des moyennes ou des proportions. Dans le cas des moyennes, si je compare deux groupes, je dois calculer l'effectif n, la moyenne m et l'écart type s pour chaque groupe. Je peux aussi comparer ma moyenne à une moyenne connue. Pour les proportions, si on compare deux groupes, il nous faut l'effectif n et le nombre de succès de chaque groupe. On peut aussi comparer la proportion à une proportion connue, et dans ce cas, j'ai détaillé un peu comment déterminer graphiquement la p-value dans la première vidéo. J'ai mis le lien dans la description. Attention au choix de la loi à utiliser, binomiale ou hypergéométrique. Une fois qu'on a calculé la p-value avec le test approprié, si elle est supérieure au seuil, alors on ne peut pas rejeter H0 et on considère que les variations dans les résultats sont dues au hasard.
Si la p-value est inférieure au seuil, on accepte H1 au risque de X% et on considère que les variations dans les résultats ne sont pas totalement dues au hasard. Dans tous les cas, il n'existe pas d'expérience parfaite, donc pensez à critiquer vos expériences pour montrer ces failles. En général, on va également faire critiquer son expérience par une autre personne pour un peu plus d'objectivité, c'est le peer review. Si on a expérimenté sur un nombre limité de sujets, on peut également calculer combien de fois il faudra faire l'expérience et sur combien de sujets pour pouvoir généraliser les résultats. Pour finir, il est important de reproduire son expérience ou de vérifier si elle a déjà été reproduite. La méthode fréquentiste, qui compare la p-value au seuil, peut générer des faux positifs et des faux négatifs. Les expériences doivent donc être absolument reproduites pour voir si les résultats sont cohérents entre eux. Et si c'est le cas, vous pouvez accepter vos résultats comme une connaissance fiable jusqu'à preuve du contraire. Maintenant, voyons un cas concret. On va se demander si la passiflore améliore le sommeil. Attention, on ne veut pas savoir si les gens qui prennent de la passiflore dorment bien, ce qui reviendra à faire un sondage, mais bien si les gens dorment mieux avec la passiflore que sans. On a une relation de cause à effet ici, on doit donc faire un essai contrôlé randomisé. Alors soit j'ai plein de personnes pour faire le test, soit j'en ai qu'une. Dans le premier cas, je vais les séparer aléatoirement en deux groupes, en tirant à pile ou face par exemple. Un des groupes va prendre la passiflore et l'autre un placebo. Dans le deuxième cas, je vais répéter l'expérience pendant 40 nuits consécutives en tirant à pile ou face les nuits où je prendrai la passiflore et les nuits où je prendrai le placebo. L'expérience sera donc bien randomisée et contrôlée. Pour prendre des précautions, les sujets ne sauront pas s'ils prennent du placebo ou de la passiflore. L'expérience est donc en aveugle et il n'y aura pas de contact entre les participants et l'expérimentateur pour que ce soit bien en double aveugle. La gélule placebo et placiflore doivent être strictement identiques en taille et en couleur, et le placebo contiendra de la farine. Je placerai mon seuil à 5% et je m'attends à ce que les sujets ayant pris la passiflore dorment mieux. Maintenant, si je pose la question pensez-vous avoir reçu le traitement par passiflore ou le traitement par placebo, j'obtiens un résultat sous forme de proportion. Par exemple, dans le groupe 1, 10 personnes pensent avoir reçu la passiflore et dans le groupe 2, 6 pensent avoir reçu le placebo. Il y a donc respectivement 10 succès pour 22 essais dans le groupe 1 et 6 succès pour 18 essais dans le groupe 2. Dans ce cas, je n'ai pas d'intérêt à comparer mes groupes. Je dois voir si dans l'ensemble ils ont fait mieux que le hasard. Je vais donc faire un t-test de différence d'une proportion et je teste si le pourcentage de succès est supérieur à 50% attendu par hasard. J'obtiens ici 0,2 en différence ou 0,9 en unilatéral. Dans tous les cas, c'est très supérieur à 0,05. Même exemple pour le sujet seul. Ici, on va agréger le nombre de réussites sur toutes les nuits. Là, on a 0,0016 ou 0,0008 et c'est bien inférieur à 0,05. Attention, maintenant on va modifier un peu la question et elle devient avez-vous trouvé votre traitement efficace, oui ou non? On obtient toujours un résultat sous forme de proportion, mais ici il y a un intérêt à comparer les deux groupes et donc à faire un t-test de différence de proportion. Là, 11 personnes sur 22 ont trouvé leur traitement efficace dans le groupe 1 et 12 sur 18 dans le groupe 2. Comme on pourrait s'y attendre, cet écart n'est pas significatif. Idem pour le sujet seul, on s'attend à ce qu'il trouve le traitement plus efficace les nuits où il a pris la passiflore, et du coup il y a 20 succès sur 24 contre 6 sur 16, ça marche, on a des résultats significatifs. Mais on aurait très bien pu poser une question de type suite à la prise du traitement, à quel point trouvez-vous que votre sommeil s'est amélioré sur une échelle de 1 pas du tout à 5 totalement? À ce moment-là, on obtient des résultats globaux sous forme de moyenne. Par exemple, 2,5 sur 5 pour le groupe 1 et 2,2 sur 5 en moyenne pour le groupe 2. Là, il y a un intérêt à comparer les deux groupes avec un test unilatéral. J'ai mis une image sur le côté où tu peux voir comment sont marquées les différentes valeurs et en haut, j'ai fait un test unilatéral dans les alternatives. Ici, l'écart entre les moyennes n'est pas significatif. Pour le sujet seul, on s'attend à ce qu'il note mieux en moyenne les nuits sous passiflore que les nuits sous placebo, et c'est bien le cas, l'écart est significatif. Enfin, on aurait pu imaginer un t-test de différence d'une moyenne, mais ici ce n'est pas très pertinent car on ne sait pas exactement l'effet de la passiflore. On pourrait s'attendre à ce que les sujets répondent tous 0 dans le cas du placebo, donc la moyenne selon l'hypothèse nulle est 0. Ici ils ont répondu 2,2, c'est bien plus, la gélule placebo a donc un effet contextuel. Et s'ils avaient répondu 0, on aurait un placebo sans effet placebo. C'est compliqué ici de tester la moyenne du groupe 1 car on n'a pas d'hypothèse nulle connue. On pourrait imaginer par exemple la comparer à un effet bien connu d'un autre somnifère. Donc c'est pareil pour le sujet seul. Et voilà, on peut conclure. Tous les chiffres ici sont inventés, je n'ai pas réalisé ces expériences, c'est juste à titre d'exemple. Dans le cas des groupes, on ne peut pas rejeter H0 au seuil de 5%.
On considère donc que la passiflore n'a pas d'effet sur le sommeil dans cette expérience. Dans le cas du sujet seul, on accepte H1 au seuil de 5% et on considère que la passiflore a un effet sur le sommeil dans cette expérience. Pour présenter les résultats, on va aller très vite. Je ne vais pas tout lire, mais simplement présenter les grands paragraphes. Donc tout d'abord, on met un titre, il doit être neutre et descriptif, il faut éviter les titres de type article de presse. Ensuite, on démarre par un résumé où on va présenter les éléments les plus importants de l'expérience, les principaux résultats et les conclusions. Puis une introduction où on va poser la problématique, la contextualiser. C'est important de faire référence à d'autres expériences sur le sujet pour expliquer l'intérêt de la nôtre, on va préciser les hypothèses aussi. Puis la partie matériel et méthode, elle est très importante. Il faut décrire de façon la plus précise possible le matériel que vous avez utilisé pour votre expérience et le protocole que vous avez suivi pour que d'autres personnes puissent reproduire l'expérience ou recalculer vos résultats. Vous pouvez fournir un dossier en annexe avec toutes les pièces nécessaires. Pour présenter vos résultats, en général, on va d'abord faire une présentation des résultats bruts, puis on va les mettre en forme et faire les tests. Enfin, on termine par l'interprétation et les critiques, parfois regroupées sous le terme discussion. Là, vous pouvez interpréter vos résultats et les mettre en relation avec d'autres connaissances sur le sujet. Pensez à bien présenter les critiques et les limites de l'expérience. Maintenant que vous avez réalisé une bonne expérience scientifique et comment on présente ces résultats, ça va être assez facile de comprendre comment lire une publication scientifique. C'est très important de remonter à ce genre de sources quand on veut se faire un avis éclairé sur un sujet, car évidemment, on ne peut pas reproduire chez soi toutes les expériences du monde. Il faut bien un peu profiter du travail des autres. Alors pour trouver l'article, on fait ses recherches dans un moteur de recherche approprié, par exemple Google Scholar. On peut aussi utiliser les mots-clés études, essais cliniques, publications scientifiques, etc. dans un moteur de recherche classique. Vous pouvez traduire en français car beaucoup de publications sont en anglais. Enfin, on va regarder le titre de la revue pour savoir si c'est une revue en peer review, car il y a des revues où tout le monde peut publier ce qu'il veut, un peu comme quand on publie un livre chez un éditeur quelconque. Ça peut être un peu difficile de savoir si une revue est une bonne revue, ça demande de l'expérience. On peut regarder la date de l'article. Pour aller vite, j'ai tendance à faire CTRL F pour trouver les mots-clés, comme par exemple contrôle, témoin, aveugle, double aveugle, randomisation, P inférieur ou supérieur à 0,05, significatif. Ça permet de parcourir rapidement l'article pour évaluer et trouver les limites de l'étude. Recherchez la taille de l'effet, car si un article montre qu'un truc marche, mais qui marche une fois sur 1 million ou à des doses tellement fortes qu'on ne rencontre jamais, ça n'a pas beaucoup d'impact. Si les résultats sont étonnants, je vous conseille vraiment de lire l'article en entier, et si l'article n'est pas disponible car l'article est payant, eh ben c'est mal, le monde des publications scientifiques est loin d'être parfait. Et enfin, on pense à enregistrer le lien pour pouvoir citer les sources. Ensuite, il faut chercher des avis contradictoires. Le top, c'est de trouver une méta-analyse qui va regrouper les différentes études sur le sujet. Les méta-analyses regroupent l'ensemble des réplications d'une étude sur un sujet. Pour la trouver, vous cherchez les mots-clés méta-analyse ou revue de la littérature ou critique, ou éventuellement fake, debunk ou zététique, et ensuite vous allez voir les sources dans les pages trouvées. On peut évaluer la taille de l'étude pour voir si elle prend bien en compte toutes les publications sur le sujet, et enfin on regarde la date pour voir à partir de quand les publications ont été prises. Et ensuite on peut lire les conclusions.